Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 2 décembre 2022, donc le dernier de cette semaine. Je tiens à vous rappeler qu'on est en tout début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école et donc la formation du trône. Si vous voulez apprendre à vous former, apprendre l'analyse technique, à construire vos plans de trading, à savoir quand un marché est bon pour l'investissement ou non. Également faire partie de la communauté, hein, où tous les jours on essaye de filtrer le plus d'assets possible qui peuvent être intéressants, que ce soit et techniquement et fondamentalement. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Dès que vous nous rejoignez, vous avez accès directement à une playlist de cours qui vous apprend absolument tout. C'est dans l'ordre, hein, donc vous lancez la vidéo 1, 2, 3, 4, etc. Après, ça se lance. Et ça vous apprend tout sur l'analyse technique, les indicateurs techniques, comment s'en servir, comment les inclure dans un plan de trading, etc. etc. Aussi tout ce qui est order flow et bien plus de cours qui sont dans le Discord. Également, oui, du coup, vous avez accès au Discord et vous pouvez échanger avec toute la communauté qui est déjà présente dans l'école. Alors du coup, aujourd'hui, on fait une petite mise à jour Bitcoin. Je vous parlerai d'un petit truc qui est intéressant, qui va être au niveau justement de l'épargne des Américains, qui est en chute libre et l'épargne, le taux d'épargne d'à peu près tout le monde dans tous les pays, sauf en Suisse et au Luxembourg, comme par hasard. Mais oui, le taux d'épargne est en train de chuter un petit peu partout dans le monde et on verra justement les conséquences. Donc ça va être un petit peu différent. Et on parlera dollar index S&P. Bon, on va commencer par ça directement pour une fois. Je vais changer un petit peu. On va venir ici. Alors, on est là. Du coup, le dollar index qui est en train de breaker un petit peu son range au sud. Pour l'instant, si c'est une vraie cassure, il faut s'attendre possiblement à une continuation baissière. Il y a des objectifs de sortie, hop, qui sont entre du coup 103,4 points et 102,4 points. Donc le dollar pourrait chuter encore un petit peu, sauf si aujourd'hui il décide de faire une réintégration comme ça, bien évidemment. Ce qui est possible, après on verra aujourd'hui dans quel sens va le marché. Mais bon, s'il a bien choisi la cassure baissière, techniquement, c'est dans ces zones où on pourrait aller. Il y a les 0,5 aussi qui nous attendent. Moi, ce que je vois surtout, c'est un gros creux dans le volume profile, donc un gros trou ici. Donc je me dis que cette zone, on y reviendra très très probablement entre 103 points et 100 points. Donc il faut se dire qu'à l'instant T, tant que le graphe il reste comme ça, et pendant que Goldman Sachs nous annonce des ATH pour 2023, il faut plutôt s'attendre, s'il n'y a pas de réintégration, à une continuation baissière. Et à ce moment-là, un dollar index qui viendrait entre 103 et 104 points. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a de la continuation du AB égale CD, comme ceci, qui nous ramènerait vers les 100 points également, et sinon, comme ceci, je prends un petit peu tous les objectifs, hein, qui seraient du coup parfaitement sur les 102,4 points. Donc tout nous amène à penser que le dollar index peut aller entre 102 points et 100 points. Au niveau du sentiment, la majorité est bullish sur le dollar actuellement, donc c'est ce qui fait que le marché peut pousser plus bas au sud. Au niveau du momentum, il y a une divergence baissière qui est en train de se dessiner, mais rien d'exceptionnel. La smart money, on en avait parlé hier, se casse du dollar index ici. Et ça, pas depuis hier, ça a commencé depuis juin. Donc ça avait commencé quelque part par là, vers les 106 points. Ils ont distribué ici, et sur la montée, ils ont distribué. Et ils avaient accumulé beaucoup vers ces zones de prix, hein, donc vers les 90 points. Donc la smart money achète les bottoms et vend les tops, pendant que Goldman Sachs dit d'acheter ici, grosso modo, de nous dire qu'il y aura un ATH en 2023. À l'incite, pour moi c'est explicite sur le fait que c'est bullish, pas implicite mais clairement explicite quand tu dis qu'il y a un truc qui fera un ATH l'année d'après, c'est que tu es haussier dessus et que tu incites un peu les gens à acheter ce truc, se positionner plutôt sur du dollar. Et du coup ensuite on enchaîne sur le S&P 500, pas sur le Nasdaq mais le S&P, quoique on pourrait parler du Nasdaq, le Nasdaq qui arrive aussi sur sa trendline, je vais vous montrer ça, hop. Mais on arrive proche de la trendline, vous voyez la trendline baissière ici, mais on va venir nous sur le S&P futur qui est parfaitement sur la trendline. Alors là on est venu la taper mais parfaitement. Donc la structure M, donc deuxième tentative, troisième tentative, échec, quatrième tentative, maintenant tout le monde l'a vu. Les gens sont majoritairement baissiers sur les indices, ça je vous l'ai montré avec les chiffres. Donc oui, les gens sont majoritairement baissiers sur les indices européens et américains. Du coup, il se passe quoi? Il se passe que le marché peut pousser. Quel est le trade que tout le monde a envie de prendre? C'est de shorter la trendline, de se dire que c'est pas passé ici, c'est pas passé ici, c'est pas passé tout là-haut, donc ça va pas passer ici, et donc le trade est facile, sauf que si tout le monde pense comme ça, le marché a des chances de prendre un revers ceux qui font ça. Et du coup, le deuxième trade facile, c'est quoi? C'est moi je vais acheter le breakout. Ça, c'est les deux trades. Du coup, quand on combine ces deux trades les plus probables, que les gens vont probablement faire, que peut faire la smart money? Pour moi, c'est assez simple. La smart money, ce qu'elle peut faire, tout simplement, c'est d'essayer de vendre, de distribuer ce marché. Où ça? Les zones de stop, il y en a ici. Hop, il y en a une là. Là, je vais vraiment dégager ça parce qu'on voit plus rien sinon. Hop. Et du coup, ici, j'ai pas l'imbalance, mais je vais mettre ça de suite. Tac.
je reviens là, je reviens ici, j'accentue la couleur parce que sinon on n'y voit pas grand chose. Hop. Et du coup, il y a... où est-ce qu'elle est la zone d'imbalance? Elle est ici. Attendez, sinon, oui, non, il y en a une grosse là-bas. Et du coup, les zones de stop sont là, et là, et là. Du coup, la smart money, elle, où est-ce qu'elle pourrait vendre si jamais? Bon, après, d'ici là, avoir le sentiment, si les gens sont toujours en train d'essayer de shorter ce marché, vous savez qu'il peut monter, j'ai fait un point là-dessus, au niveau des taux, etc. etc. Mais du coup, tac, 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 la zone d'imbalance c'est ici. Donc, grosso modo, la zone de liquidité se trouve ici. Donc, on a et les stops. Ouf, un petit peu trop d'opacité. Donc, on a et les stops et la RLZ short et on a zone d'imbalance. Donc, pour moi, c'est la zone qui serait pertinente pour que la smart money puisse distribuer. Donc, entre 4400 points et 4300. Donc, on voit qu'il y aura encore de la marge. Hein. Après, je pense que les gens commenceraient à être bullish hein, si le prix commence à être au-dessus de la trendline. Mais voilà. Le trade le plus probable, c'est les gens qui vont shorter ici ou qui vont acheter le breakout. Du coup, on rejette, on piège des vendeurs, bam, on les défonce. On piège ceux qui ont acheté le breakout avec un nouveau dip, et bam, on continue comme ça. Je vois plutôt quelque chose comme ça, honnêtement, s'il n'y a vraiment pas de rejet ici. Mais c'est tellement un trade évident que je vois vraiment pas le marché rejeter ici et faire gagner les gens. Donc, un dip qui, en gros, les gens se disent, bon, maintenant, il faut shorter, c'est bon. Bam, on les squeeze. Les autres achètent le breakout. Possiblement on crée des creux par exemple, on nettoie ces creux là et après on défonce tout le monde et on va chercher cette zone où il y aurait de l'intérêt je pense pour la smart money pour se barrer de ce marché possiblement si tel est le cas. Maintenant en l'occurrence les indices restent haussiers, le dollar index reste baissier donc ça permet de pousser un petit peu les cryptos. Je switch sur un nouveau truc dont on va parler, du coup j'ai besoin d'ouvrir des petits trucs. Alors, hop, donc ici, ah non, j'ai trading économique, c'est super. Alors, voilà, donc ici, vous avez en gros le personal saving, donc c'est quoi? Donc c'est le taux justement d'épargne des gens dans le monde. Donc ici, vous avez le taux d'épargne en France, par exemple, qui est en chute libre. Donc c'est-à-dire qu'en gros, techniquement, les Français ont moins d'épargne de côté. Donc on était sur du 28% pendant les confinements, on est redescendu à 15%. Bon après, c'est pas les plus bas, hein. Les plus bas c'était en 88, on était environ sur du 10%. Mais ce qui est un peu grave, c'est plus grave, c'est aux US. Bon là c'était pour la France, mais en Europe on est sur du 12%, on était à 24, on est à 12 et on revient vers les plus bas qu'on avait déjà connus. Donc c'est-à-dire que les gens ont moins de cash de côté. Et du coup, quand je regarde ici aux States, donc aux États-Unis, c'est là où c'est en chute libre. Eux, ils sont sur un plus bas depuis 2005, c'est le plus bas jamais enregistré. Donc c'est-à-dire que les Américains ont très peu d'épargne de côté. Dans un monde où les taux sont en train d'augmenter, où donc les taux augmentent, où la liquidité se resserre, où les banques peuvent prêter moins d'argent parce que pour elles c'est risqué maintenant d'emprunter de l'argent aux banques centrales, et de la prêter à des clients parce que les taux vont continuer de monter, que rappelez-vous l'écart entre les taux long terme est en train de se réduire et l'écart entre les taux long terme et les taux directeurs sont en train de se réduire énormément. Donc les banques peuvent emprunter moins d'argent, prêter moins d'argent aux gens et du coup en emprunter moins aux banques centrales. Du coup c'est ce qui limite aussi l'inflation. Donc ce qui est une bonne chose là-dessus. Deuxièmement, les taux augmentent, donc les gens peuvent avoir difficilement des emprunts parce que les taux montent, donc techniquement les crédits sont plus chers. Et aussi dans un monde où l'épargne elle baisse, et donc quand vous faites un crédit, vous savez que généralement vous faites un apport, si les gens n'ont pas trop d'épargne, techniquement c'est qu'au niveau des apports, c'est compliqué. Ok ? Ça va être difficile de faire des apports quand les Américains ont très peu d'épargne. Donc du coup, pour le marché immobilier américain, c'est là où je vais en venir, parce que généralement, qui dit crédit, dit épargne faible ou épargne forte, dit marché immobilier. Le marché immobilier a énormément performé de 2020-2022, vraiment les prix ont explosé quasiment un petit peu partout. Et du coup, c'est ce qui fait que les gens avaient beaucoup d'épargne. Donc les gens, il y avait des taux zéro, ils avaient une épargne énorme, ils restaient chez eux, ils dépensaient pas beaucoup de pognon, du coup, ils ont pu acheter de l'immobilier. Et surtout, il y avait eu un dip en plus en 2020, donc beaucoup se sont jetés dans le marché immobilier. 2021, les gens ont acheté aussi beaucoup, il y avait aussi des taux très faibles, mais les prix ont commencé à monter. Et là, on se retrouve en fait dans une spirale où les prix immobiliers commencent à baisser un petit peu aux États-Unis. On note environ 15% de baisse aux States en moyenne. Par exemple, au Brésil, ça a été divisé par 2. Le prix du mètre carré, c'était environ 2007, on est à 1004, donc environ 45% de baisse. En Europe, ça commence à baisser aussi un petit peu. Et du coup, les gens... Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en France, vous avez des taux fixes, mais aux States, c'est pas le cas, il y a des taux variables.
C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont commencer à rembourser plus cher des biens qui perdent en valeur, du coup, ça va les emmerder, puisqu'ils ont moins d'épargne possible, et les taux augmentent. Donc comment les gens vont faire pour rembourser leur crédit? C'est ce qui fait justement qu'on pourrait avoir un sell-off sur le marché immobilier, parce que les gens vont devoir vendre leurs biens pour pouvoir rembourser la banque. Parce que ton bien que tu as acheté au top, il perd de sa valeur, et en plus tu dois payer plus cher la banque parce que les taux ils montent, et en plus de ça, tu as une épargne beaucoup moins importante parce qu'il y a tout qui augmente, l'inflation a énormément augmenté, maintenant ça coûte beaucoup plus cher de faire ses courses, de mettre de l'essence, de s'acheter des vêtements, etc., de prendre des transports, etc., etc. Du coup, attention au marché IMO, et ici ça signifie aussi que les gens techniquement n'ont pas beaucoup d'argent de côté pour pouvoir investir dans les marchés. Donc certains vont dire que c'est une bonne chose, qu'en gros, il n'y a personne qui peut acheter à l'instant T, donc la smart money va racheter tout ça, et quand les gens auront beaucoup d'épargne et qui pourront investir, vont pouvoir leur distribuer dessus. C'est une éventualité, mais l'éventualité deuxième, c'est aussi que la smart money, elle cherche à exit du marché, donc elle va devoir faire avec la liquidité actuelle du marché, et que derrière, il n'y aura personne pour soutenir les prix, parce qu'il n'y a personne qui pourra acheter, et qu'à ce moment-là, ça va justement créer des grosses baisses possibles. Donc vous voyez, il y a deux visions des choses. Maintenant, à l'instant T, vu ce que se dessine le marché, la chose la plus probable, c'est que s'il n'y a pas de rejet ici, que le marché vienne au moins ici, ok, ensuite on verra si le marché se retourne ou non, ou si justement il n'y a personne qui avait du saving, donc qui avait de l'épargne de côté, que les gens ont FOMO dans le marché immobilier en 2020-2021, qu'ils ont acheté leurs biens quand les taux étaient faibles et que les prix commençaient à flamber, donc les gens sont précipités, et que du coup, en fait, tout leur pognon il est bloqué dans les crédits sur le marché IMO, et du coup, il n'y a personne qui peut justement investir dans les marchés boursiers, ce qui fait que la smart money va tout racheter, et qu'en gros, elle va pousser au marché jusqu'à ce que les gens aient de l'épargne, qu'ils puissent investir et qu'on leur distribue dessus. Comprenez un petit peu, donc soit le raisonnement 1, il n'y aura plus d'acheteurs, et en gros, les marchés vont difficilement remonter, soit la smart money va tout racheter, va essayer de distribuer ça plus haut quand les gens auront de l'épargne, et quand les taux rebaisseront, et que du coup, les gens seront soulagés, et qu'ils vont récupérer un petit peu d'épargne. Mais en tout cas, pour revenir sur la demande immobilière, qui va ne faire probablement que chuter. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens ont beaucoup moins de comment dirais-je, d'épargne. Et du coup, c'est compliqué de faire des prêts quand les taux montent et quand vous avez moins d'épargne. Donc, vous pouvez faire moins d'apports. Et aussi le taux d'endettement, qui est encore, je pense que les banques vont encore baisser encore plus le taux d'endettement pour diminuer le risque, justement. Du coup, ça peut vite devenir compliqué. Et ici, vous avez en gros, je vais ouvrir ce lien. Mais vous avez ici en gros les ventes des maisons qui sont en train de chuter. Donc ça avait commencé en 2005 et donc le crack IMO il est arrivé environ 3 ans après, 2007-2008. Donc de 3 ans après. Et puis ici ça a commencé, donc on a eu les pics en 2020 et 2021 et là ça commence à chuter. Et du coup le temps que ça se répercute dans les prix, que justement il n'y ait plus beaucoup de monde qui puisse acheter à part les acheteurs cash. Donc dans des pays où il y a beaucoup d'acheteurs cash, bon ça devrait pas trop y avoir de problème, mais dans des pays aux US ou en Europe on paye beaucoup justement en crédit bancaire, c'est vrai que dans ces zones-là il y aura une grosse chute de la demande au niveau du marché immobilier et du coup possiblement une contraction, voire une chute des prix, et peut-être pas un 2008 2.0, mais au moins une baisse des prix. Donc pour ceux qui veulent investir IMO long terme, peut-être que la fenêtre d'opportunité ça serait peut-être dans 24-48 mois, le temps qu'il y ait un réajustement des prix au sud et qu'il y ait de bonnes offres. Et comme j'expliquais aux élèves, après je m'arrêterai ici, oui, le prix IMO, il a fait ça, le prix, même si le marché il fait ça, quand il y a très peu d'acheteurs, on va rentrer dans un marché en backwardation. Ça veut dire qu'en gros, vous allez pouvoir acheter sous le prix du marché. Donc même si le prix du marché il est ici, si le mec il doit absolument liquider ses biens, ou son bien, parce qu'il ne peut plus rembourser la banque, ou il doit absolument rembourser, et qu'il vend, vous pouvez grave négocier. En fait, le prix du marché il est là, mais vous pouvez acheter ici par exemple. Et en fait, les gens généralement attendent qu'il se passe ça, mais généralement ça n'arrive pas. Ce qui se passe, c'est ça, mais il y a des bonnes opportunités où vous pouvez même acheter ici si le mec il est vraiment en galère, malheureusement. Et du coup, ça vous fait une bonne opportunité, même si le prix du marché il est là ou il est là. Vous pouvez peut-être choper l'achat ici parce que le mec, il peut pas se permettre de vendre au prix du marché. Il doit vraiment baisser parce qu'il y a très peu d'acheteurs. Et du coup, même si le prix du marché il est là, pour trouver un acheteur, il faut drastiquement baisser le prix. C'est ce qui fait qu'il y a de bonnes opportunités, par exemple. Et quand le marché va très bien, qu'il y a très peu d'unités disponibles sur le marché, les gens généralement achètent plus cher que le prix du marché parce qu'ils se disent bon, mon crédit il est tellement faible que c'est intéressant. Et du coup, c'est ce qui est arrivé en 2020-2021, plutôt en 2021, je pense, jusque fin 2021, début 2022, où beaucoup de gens ont acheté quand le prix était très haut, que les taux étaient faibles, les taux commençaient à peine à monter. Mais maintenant que les taux montent et que les prix IMO chutent, les gens vont possiblement vouloir avoir envie et que leur épargne chute, les gens vont vouloir avoir envie de vendre pour pas avoir de problème au niveau de la banque, tout simplement. Et d'ailleurs aussi, il y a une data hyper intéressante. Je vais la retrouver.
Bon, c'est en fonction ici du GDP, mais c'est pas vraiment ce que je voulais. Non, c'est pas ça que je veux. Je vais vous trouver ce que je voulais. Je l'ai envoyé aux élèves tout à l'heure, 2 petites secondes. Je suis juste sur mon autre écran, j'essaie de trouver la data. Ah, je l'ai pas mis dans le Discord, je l'ai mis dans la doc. C'est pas grave. Je vais vous retrouver ça 2 petites secondes, c'est pas grave. Bon, c'est les aléas du direct, mais c'est aussi intéressant. Alors. Nickel, j'ai retrouvé normalement. Voilà. Hop, copier le lien. Nickel. Et donc ici, vous avez en gros l'endettement pour le marché immobilier justement aux US qui est sur un record. Donc ici, on était sur un record en 2007-2008. Bon, après, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Et là, on est aussi sur un record où les gens n'ont jamais eu autant justement d'argent emprunté pour acheter de l'IMO. Donc dans un monde où le prix IMO commence à baisser, où les taux montent et les gens ont beaucoup moins d'épargne, bon, on peut se douter qu'il y aura possiblement des baisses de prix sur le marché immobilier. Donc peut-être de bonnes opportunités. Parenthèse fermée, c'était un brief complètement différent de ce que je fais d'habitude. D'ailleurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et du coup, on fait Bitcoin, on s'arrête pas ici. Alors, BTC. Et du coup, le Bitcoin, on est justement... donc hier, il y a eu les chiffres du PCE, qui sont les chiffres attendus, donc il n'y a pas trop de problème. Prochain rendez-vous, c'est CPI, 12 décembre, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, on est dans les clous, donc c'est-à-dire que l'inflation baisse comme la Fed l'a envisagé actuellement, il n'y a pas de problème. Du coup, il y aura une baisse des taux possible. Enfin, pas une baisse des taux, mais les taux vont monter moins. On sera sur une hausse de 0,5% au lieu de 0,75%. J'en ai déjà parlé hier. Et du coup, le Bitcoin, pendant cette annonce, bien évidemment, c'est un événement de liquidité. Donc, Bitcoin, il est venu sauter tous les stops des vendeurs et les stops des acheteurs juste ici. On est dans notre zone de liquidité identifiée. Il faut faire attention. Hein, c'est une zone dans laquelle le marché peut se reverse. Il y a encore des mecs qui sont venus absorber ici tout ce qui a été racheté. Donc, soit les mecs qui sont rentrés en breakout ou les mecs qui ont simplement clôturé leur short. Et les stops. Enfin, les stops de short, tous ceux qui ont pris des bénéfices sur... Enfin, pas de bénéfices, mais qui ont stoppé leur short, du coup. Et du coup, maintenant, on en est où? Donc pour moi, honnêtement, le mieux pour partir sur quelque chose de sain, il faudrait possiblement revenir ici. Donc continuer de défoncer des acheteurs, de bouffer du stop, et on revient ici, premier arrêt, on vient chasser les stops au niveau du creux ici, on forme de la structure, et après, on repart. Ça, pour moi, serait le meilleur scénario possible pour quelque chose d'haussier. Maintenant, si le marché redéclenche ici, il redéclenche ici. Ce qui me peine un petit peu, c'est au niveau de l'order flow. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui sont rentrés ici au top. Vous voyez, l'open interest, il explose ici. Les stops des vendeurs ont été capturés. Et pendant le PCE, justement, on est venu bouffer tous les stops des vendeurs. Et les acheteurs ici sont toujours coincés. Tant que le prix évolue sous 17 000 $, il y a la majorité de gens qui sont venus se positionner ici qui sont coincés. Également, ensuite, hier, pour le coup, hier soir, même exercice. Il y a des gens qui sont venus ouvrir des shorts et des longs ici. Les stops des shorts ont sauté. Et on est revenu au niveau des ordres de déclenchement des prix des acheteurs ici. Pareil là ce matin, donc dans la nuit et ce matin, beaucoup d'ordres ouverts pendant que le prix consolide. Donc c'est simple, pour être bullish, il faut que le prix s'installe vraiment au-dessus des 17 200. Si c'est le cas, ok, c'est bullish. Pourquoi? Parce que tous les mecs qui ont acheté ici vont être débloqués, et c'est les mecs qui ont shorté ici qui vont être coincés. Ok. Deuxièmement, tous les mecs aussi qui ont acheté ici, pareil, ils vont être décoincés. C'est les vendeurs qui sont venus shorter ici qui vont être coincés. Donc le but, c'est de bloquer des vendeurs. Mais là, actuellement, qui est bloqué? Il y a les acheteurs d'ici, et il y a les acheteurs d'ici qui sont à break-even, il y a les acheteurs d'ici qui sont aussi à break-even ce matin. Donc si le prix s'installe sous les 16 800, grosso modo, faut faire attention, puisque là, il y a un paquet d'acheteurs coincés. Et donc l'objectif, ce serait de venir nettoyer sous les 16 600 et de venir combler ici cette zone de breakout vers les 16 500, je dirais. Donc ça correspond bien à ce que j'ai montré ici au niveau du premier arrêt. Quand, ici on en avait parlé, là c'est la zone où il y a le plus de volume exécuté au sein du range. Tant que le prix évolue au-dessus du point de contrôle et de toute cette zone, techniquement qui est bloqué ici, c'est majoritairement des vendeurs. Par contre, si le prix commence à chasser des stops, on accumule les creux, mais qu'on sort les vendeurs comme ça et que derrière le marché se reverse, et qu'on repasse environ sous 16 500, donc ça correspond également au niveau du premier arrêt ici environ. Là, c'est un environnement baissier parce que tous les mecs qui étaient coincés ici, qui étaient vendeurs, sont décoincés. Qui est coincé? C'est les acheteurs. C'est le même taf qu'on vient de faire ici au niveau de l'order flow. Ok. Donc pour être bullish, absolument, il faut tenir cette grosse zone et ne surtout pas dessiner un graphique de distribution pour un reverse. Et du coup, à ce moment-là, où se trouve la liquidité? Elle se trouve dans les 17 800. Et sinon, honnêtement, ça se trouve même plutôt vers les 18 000, voire même 19 000 $. Donc ce serait bon signe. On pourrait vraiment aller au moins jusque ici. En revanche, si ici ça commence à faiblir, que on va de la distribution et ensuite on va des structures type M. Donc en gros, vous voyez des W, mais que ces W ne font pas de breakout ou breakout faiblement et après des structures bearish, ça c'est très baissier.
Et derrière, si on repasse sous 16 500, là, ça annonce du dip et on viendra chasser les creux et on reviendra très probablement sous les 15 900 et on reviendra tester les bottoms, trouver le bas du range en fait, tout simplement. Et du coup, ce sera un simple rejet où ça, bah, hop, je vous montre ça, mais un rejet dans le milieu du range, tout simplement. Hop, le milieu du range qui est juste ici, donc on rejetterait le milieu du range et on repasserait sous la zone la plus traitée, donc les acheteurs redeviendraient bloqués. En revanche, si vous voyez le prix qui s'installe tranquillement au-dessus, que les acheteurs voilà, arrivent à installer le prix, qu'il y a des vrais breakouts, etc., qu'on a une belle dynamique comme ça, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, le prix confirme bien qu'on reste bien au-dessus de la zone où il y a eu un maximum de volume échangé, les vendeurs restent majoritairement bloqués ici, et on va chercher plus haut dans le range, où serait le haut du range, tout simplement, tac, petit fib ici, paramètres, je retire ça, je viens lui dire de me mettre ça, et ça, et je lui dis de me foutre ça en rouge également, on retire le background, enfin non, on laisse le background, pardon, et on retire 0, et on vient étendre ça vers 150, plus 320, ok, on retire 78,6, et voilà, le haut du range, grosso modo, il serait ici, ok. Et le bas du range, bah, il serait plus bas, il serait ici. Donc l'objectif, ce serait de venir faire un tour, du coup, là-bas. Ok, donc absolument à voir si cette zone de prix va tenir. Pour faire simple, si 16 500 ça tient, c'est bien. Si on rebascule dessous, c'est pas bien. Et ça sent les retours sous cette zone de creux, donc dans cette zone. Ok. Pas grand chose d'autre à dire au niveau du BTC, donc j'espère que ça vous aura plu. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description en commentaire. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, je le rappelle, c'est le meilleur moment via le Patreon. Sinon, vous pouvez le faire via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDC, BUSD. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires de cette vidéo sur le Discord, on y répondra. Si vous avez procédé au paiement en crypto, vous avez juste envoyé le TXID à un des profs ou tous les profs, le mieux c'est tous les profs, on est connecté en haut, comme ça on le valide et vous avez votre rôle élève. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter, le lien est en description, c'est totalement gratuit, comme ça vous recevrez la prochaine vidéo d'analyse de vos altcoins préférés. Et je continue de noter les altcoins que vous me dites, donc n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse dans la prochaine vidéo de newsletter. Du coup, bon week-end à tous, on se retrouve lundi, ciao ciao.